braqua l'armée malienne sur son propre sol, lui interdisant la reconquête totale de son territoire. C'est de là qu'est née la vocation d'Assimi Goïta. Assimi Goïta faisait partie des officiers qui étaient aux têtes des troupes, qui devaient reconquérir totalement le territoire malien en 2013. Après avoir bouté, à partir de Kona, eh bien, les terroristes des villes de Gao et de Tombouctou, l'armée malienne se préparait à reprendre toute la boucle de la région de Kidal lorsqu'elle en a été ouvertement, officiellement empêchée par l'armée française. Où que vous soyez sur la planète, lorsque vous rencontrerez des officiels français, ceux-là même qui me persécutent, et qu'ils vous diront qu'il n'y a pas de preuve que l'armée française ait pris fait et cause pour les terroristes, ne parlez que d'un seul événement. L'événement de 2013. Lorsque l'armée malienne veut reconquérir son propre territoire, alors qu'elle est épaulée par l'armée française, qui est venue au sol, alors qu'il ne lui avait pas été demandé de venir au sol. La demande explicite du président intérimaire John Kounda portait sur un soutien en appui-feu aérien et en renseignement militaire. Mais François Hollande fit débarquer 4500 militaires français au sol. Les Maliens purent croire en la bonne foi de l'armée française en se disant, cette fois-ci, elle est venue vraiment nous aider à résoudre définitivement le problème que nous avons dans notre pays, avec cet État à l'intérieur de l'État, cette mouvance sécessionniste, partitionniste, terroriste qui est incrustée dans le nord de notre territoire. Nous croyons qu'enfin l'heure est venue pour la partie française de nous aider. Eh bien, alors que la déroute des terroristes était garantie, alors que les terroristes étaient en débandade et que la prise de Kidal n'était qu'une question d'heure pour les généraux, les colonels, les officiers supérieurs qui dirigeaient l'opération terrestre, parmi lesquels un certain colonel Assimi Goïta, c'est l'armée française qui se dressa en ennemi sur le sol malien, contre l'armée malienne. Dites cela à M. Emmanuel Macron. Dites cela à Mme Elisabeth Borne. Maintenant, je sais qu'ils me font écouter par tous leurs renseignements généraux, puisque j'ai été décrété, je ne sais pour quelle raison, ennemi de la France, alors que je suis au contraire serviteur de la vérité et de la justice universelle. Dites-leur que les Maliens, les Africaines, les Africains du monde entier savent que l'armée française a empêché une armée légale et légitime, une armée nationale sur son propre sol de reconquérir la totalité de son territoire. C'est ce qu'elle a fait en 2013. Et qu'à partir de cette date, le peuple malien éveillé a pris conscience que son ennemi, son adversaire principal n'était pas tant les voyous terroristes rassemblés avec Iyad Ag-Ghali dans le nord du Mali, que cette armée française, dont finalement la mission néocoloniale était affichée au grand jour. Françaises, Français, mes chers compatriotes adoptifs, supportons la vérité. Disons la vérité à nos dirigeants, et ils ne peuvent plus mentir au XXIe siècle à l'ère du Verseau. La vérité est connue. Je lis maintenant le paragraphe, je lis maintenant l'extrait très instructif de l'ouvrage du docteur Shogel Kokala Maïga. J'aime le lire pour former l'opinion. Il faut le lire. La partie en question, l'extrait que je cite, se trouve à partir de la page 11. La page 11 de ce petit ouvrage. Et c'est sous le sous-titre « L'internationalisation de la crise. La responsabilité de la France et du Conseil de sécurité de l'ONU. » Que cela leur plaise ou non, ce sont des faits. Le cours de l'histoire s'accélère durant le premier trimestre et le début du deuxième trimestre de l'année 2012. Une chronologie succincte se révèle nécessaire pour mieux cerner la responsabilité de la France et du Conseil de sécurité de l'ONU dans la perpétuation de la crise qui s'est abattue sur le Mali. C'est-à-dire que Shogel Kokala Maïga, je vais lire en expliquant paragraphe par paragraphe. Shogel Kokala Maïga veut montrer dans cette partie de son ouvrage que la France et l'ONU sont responsables de la situation de non-reconquête de la souveraineté territoriale du Mali jusqu'à ce jour. C'est ce qu'il veut montrer là.
l'ONU et la France ont œuvré pour empêcher que le Mali, l'État malien, contrôle les 1 241 238 km². Ils ont œuvré pour ce que j'appelle la fausse solution. Voyons comment. Du 17 janvier au 6 avril 2012, les affrontements sont rudes entre l'armée nationale et les rebelles. Les communiqués font état de replis stratégiques qui ne sont jamais suivis de reconquête du terrain perdu. Une telle situation finit par déboucher sur deux événements qui, pratiquement et de facto, marquent la fin de la Troisième République. Le coup d'État militaire du 22 mars et la proclamation le 6 avril de l'indépendance d'un État chimérique dénommé Azawad. Il existe encore un lien entre ces deux dates. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'armée malienne, entre le 17 janvier 2012 et pratiquement le 6 avril, combat la rébellion, il y a deux événements qui vont avoir lieu. D'un côté, un coup d'État contre le président Amadou Toumani Touré, d'un côté, et de l'autre côté, la proclamation de l'indépendance de la soi-disant République de l'Azawad. Les deux ont lieu simultanément. Alors, d'abord, il y a un coup d'État contre Amadou Toumani Touré, parce que, en fait, globalement, on veut empêcher qu'il continue à faire la guerre. Je recommence. Il y a un coup d'État contre Amadou Toumani Touré parce qu'on veut l'empêcher de continuer à organiser l'armée malienne pour faire la guerre. On ne veut pas que l'armée malienne, finalement, fasse la guerre. On ne veut pas que l'armée malienne gagne la guerre. Voilà pourquoi on va favoriser un coup d'État contre ATT. Parce que on peut tout reprocher à ATT, sauf de dire que entre le 17 janvier et le 6 avril, il ne voulait pas gagner la guerre. Il essaye d'organiser l'armée malienne pour vaincre la rébellion. Mais on va susciter à l'intérieur de l'armée malienne un coup d'État contre lui pour empêcher la même armée malienne de continuer le combat. Parce que cette période-là du Mali, je l'ai vécue directement parce qu'à partir de 2012, j'étais visiteur annuel du Mali. Je venais enseigner la philosophie en semaine d'invitation à l'université catholique d'Afrique de l'Ouest au Mali, à l'UKO-UUBA, où j'avais été invité dès 2012 par l'entremise de mon doyen et ami, le professeur Éloi Diarra. C'est là que j'ai commencé à visiter le Mali, régulièrement, pendant pratiquement 10 ans, jusqu'à ce jour. Donc, Amadou Toumani Touré, qui avait certes beaucoup de défaillances dans sa manière de gérer l'État, puisqu'il était dans une espèce de paternalisme bienveillant permanent, croyant que tout pouvait s'excuser, tout pouvait s'accepter, que tout pouvait s'arranger, y compris au détriment de la loi. Il avait cette naïveté. Mais Amadou Toumani Touré, qui est un militaire, essaye de réorganiser l'armée malienne pour gagner la guerre. En face, la rébellion a reçu des armes. Elle a été renforcée, elle est renseignée en permanence. Mais malgré cela, l'armée malienne affronte la rébellion. Alors, on organise d'une part un coup d'État contre ATT pour le faire tomber et paralyser ainsi l'armée malienne qui va désormais être enfermée dans ses guéguerres de Bamako, dans le conflit entre les paracommandos de Djikoroni et les bérets verts de Kati. J'étais là, voyant toute l'armée malienne paralysée par un conflit fraternel. Et c'était le but. L'ennemi voulait atteindre ce but. Il fallait amener l'armée malienne à se diviser. Et ils ont obtenu, en 2012, la division interne de l'armée malienne. Et donc, par conséquent, la paralysie de l'armée malienne. Entre les paracommandos de Djikoroni et les bérets verts de Kati, c'était la guerre permanente. Vous vous leviez à Bamako pour aller au travail. Vous ne saviez pas si au retour, vous n'alliez pas tomber dans un conflit entre les deux camps. Et pendant ce temps, bien sûr, la rébellion sécessionniste, les terroristes se réorganisaient au nord et réoccupaient correctement le nord. Vous avez compris? Donc, le coup d'État contre ATT, nous dit le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, n'a pas eu lieu par hasard en même temps que la proclamation de la République fantoche et criminelle de l'Azawad. Les deux événements sont liés. C'est-à-dire que les mêmes qui ont facilité le coup d'État contre ATT à Bamako sont les mêmes qui ont facilité la proclamation soi-disant d'indépendance de l'Azawad. Les mêmes. D'ailleurs, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Une fois que Amadou Haya Sanogo s'est installé à la tête de l'État, comme il était en permanence contesté par ses frères d'armes, notamment les bérets rouges, les pro-ATT, l'armée malienne a été paralysée.
Elle a été paralysée à partir de là. De l'autre côté, la rébellion, les sécessionnistes ont pu proclamer leur indépendance. Ils ont pu proclamer leur soi-disant indépendance. Donc, Shogel Kokalamaïga nous invite à constater que les deux événements ayant eu lieu concomitamment, ils avaient été favorisés par les mêmes forces. On a infiltré l'armée malienne pour provoquer un conflit artificiel entre bérets verts et bérets rouges. Ça a bloqué l'armée malienne qui ne combattait plus efficacement à partir de là, qui n'avait plus la tête à combattre, eh bien, les partitionnistes du Nord. Et de l'autre côté, on a donné quitus aux partitionnistes du Nord pour proclamer leur pseudo-république de l'Azawad. On continue. Dès l'annonce du coup d'État, la CEDEAO inscrit les actions à entreprendre en faveur du Mali parmi ses priorités et se met en branle. Elle mènera une action triple, politique, militaire et diplomatique. C'est là que vous allez voir comment la CEDEAO et l'ONU, l'Union africaine, vont être utilisées par la fausse solution. Page 12. Action politique menée par la CEDEAO. Le 1er avril 2012, les négociations entamées quelques jours plus tôt avec la junte aboutissent à un accord. Le 2 avril, les chefs d'État de la CEDEAO, réunis à Dakar, décident de la levée de l'embargo contre le Mali. Le 6 avril, elle signe, la CEDEAO avec la junte, un accord cadre pour une transition dirigée par le président de l'Assemblée nationale, conformément à une disposition constitutionnelle. Le 8 avril, Amadou Toumani Touré démissionne de ses fonctions de président de la République. Dioncounda Traoré est investi président de la République par intérim. Le 12 avril et le 17, Cheikh Modibo Diarra est nommé Premier ministre de plein pouvoir. Un gouvernement d'union nationale est formé. Donc, qui a amené Dioncounda au pouvoir? C'est la CEDEAO. Et qui était derrière cette affaire de CEDEAO pour amener Dioncounda au pouvoir? Tout naturellement, la puissance coloniale. Le but, c'était d'amener un dirigeant incapable de mener la lutte, de mener le combat. D'ailleurs, en embuscade derrière lui, il y avait déjà les bérets verts. Les bérets verts qui en voulaient à ATT, ils étaient déjà derrière lui. N'est-ce pas? Ils étaient déjà, en réalité, en embuscade derrière Dioncounda pour prendre le contrôle de la situation et quelque part paralyser le Mali dans un conflit interne de son armée. On continue. C'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui organise les changements à la tête du Mali. Or, la CEDEAO, on le sait très bien, est la botte des puissances coloniales, et notamment de la France. On continue. Au plan militaire, la CEDEAO décide de la mise en place d'une force d'attente de 3000 hommes sous commandement africain pour libérer le nord du Mali. Libérer le nord du Mali, mon œil. Au plan diplomatique, elle saisit le Conseil de sécurité de l'ONU à travers l'Union africaine. Le 17 juillet 2012, le Conseil de sécurité prend la résolution accordant à la CEDEAO la possibilité d'intervenir militairement au Mali à deux conditions. La présentation d'un plan fiable d'intervention et une demande formulée par le Mali. Cette démarche aboutira ultérieurement à la création de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, avec la résolution 2085 du 20 décembre 2012. Donc, la CEDEAO dit qu'elle va lever une force de 3000 hommes pour chasser les terroristes de Kidal. Toutes ces vigoureuses initiatives de la CEDEAO ont été contrariées par diverses manœuvres dilatoires. En témoignent les faits suivants. Écoutez qui a empêché la CEDEAO de constituer finalement les 3000 hommes qui allaient aider l'armée malienne à reconquérir la partie nord de son pays. Le 2 avril 2012, à la réunion des chefs d'État ouest-africains tenue à Dakar, et à laquelle a participé, on ne sait à quel titre, Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, ce dernier s'oppose à la constitution d'une force d'attente de 3000 hommes sous commandement africain, estimant qu'il s'agit là d'une force disproportionnée face à une colonne de 500 combattants. Je recommence. Vous avez entendu qui a empêché la création de la force de la CEDEAO pour bouter les terroristes du nord du Mali? Alain Juppé, ministre français des Affaires étrangères. Il estime que 3000 hommes pour chasser les terroristes du nord du Mali, c'est une force disproportionnée. Et on ne sait à quel titre il participe à une réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Arrêtons-nous d'abord là. Si, ici en France, ou où que ce soit sur cette planète, des gens vous disent que les accusations de soutien aux terroristes que le Mali a formulées sont fausses, demandez à ces gens de vérifier si le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, ne s'est pas opposé à ce que une armée sous commandement ouest-africain aide le Mali à rétablir sa souveraineté territoriale
sur sa partie nord. Écrivez les faits, hein, parce qu'avec eux, on ne discute plus. On donne les faits. Et les faits leur ferment la bouche. Car ce sont des menteurs et des hypocrites seuls qui peuvent nier ce que tout le monde a documenté. Monsieur Juppé est vivant. Allez lui demander de quel droit il a participé à la réunion de la CEDEAO. Est-ce que la France est membre de la CEDEAO? De quel droit il s'est opposé à la constitution de la force de 3000 hommes? De quel droit il a protégé les 500 terroristes? D'ailleurs, ils étaient bien plus nombreux qu'ils avaient regroupés au nord. De quel droit il les a protégés ce jour-là? N'est-ce pas? Écrivez les dates. C'était le 2 avril 2012. Vous pouvez écrire la phrase suivante sous la vidéo. Le 2 avril 2012, le ministre des Affaires étrangères française, Alain Juppé, protège les terroristes du Nord contre l'armée malienne. C'est à Dakar. C'est un fait. Les archives existent. Celui qui n'est pas d'accord avec moi me porte plainte pour diffamation. J'irai répondre au tribunal, j'apporterai toute la documentation sur le rôle d'Alain Juppé pour soutenir les terroristes du nord du Mali. Car la documentation existe. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga n'est pas le seul, il n'est pas le premier à avoir indiqué qu'en effet, le chef de la diplomatie française s'est opposé à l'intervention de la CEDEAO au nord du Mali, au motif que c'était une intervention avec une force disproportionnée et que ce n'était pas normal qu'on mobilise 3000 hommes pour contrer 500. Il s'est rangé du côté des terroristes, des sécessionnistes, des partitionnistes, de manière ouverte. Il est de la droite française. C'est pour vous dire que la 5e République n'a pas d'amis en Afrique. Elle n'aime personne. Elle ne s'aime qu'elle-même. Quels que soient les dirigeants français de droite ou de gauche, ils considèrent que l'Afrique doit rester colonisée. Elle doit rester à leur bout. Ce n'est pas une affaire de gauche, de droite ou du centre en France. L'élite politique française est incapable d'imaginer la puissance française sans l'exploitation tous azimuts de l'Afrique. C'est une élite qui est paralysée par sa défaite intellectuelle, son incapacité d'inventer un projet de République française débarrassée de l'exploitation injuste de l'Afrique. Ils sont bloqués parce qu'intellectuellement, ils n'ont jamais réfléchi à construire une puissance française à l'instar de la puissance allemande sans l'exploitation éhontée d'un autre pays du monde. On continue à lire ce merveilleux petit ouvrage du docteur Choguel Kokala Maïga. Le 6 avril 2012, avec la signature de l'accord cadre, les lueurs d'espoir en vue d'une résolution de la crise sont perceptibles. Le même jour, comme pour rendre la situation sur le terrain irréversible, les autorités françaises autorisent les rebelles séparatistes à passer sur leurs plateaux, les plateaux de leurs chaînes de télévision et dans les studios de leur radiodiffusion pour proclamer l'indépendance des régions du Nord Mali sous l'appellation État de l'Azawad. Écrivez la date, le 6 avril 2012. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les médias officiels français donnent la parole aux terroristes, comme on l'a vu récemment avec le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a eu droit à une longue interview de 17 questions sur France 24. Ce qui vient de coûter à France 24 sa suspension du Burkina Faso. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le 6 avril 2012, ils ont fait passer en boucle dans tous les médias officiels français la soi-disant proclamation de l'indépendance de la République de l'Azawad. Vous voyez la logique? Le 2 avril à Dakar, Alain Juppé s'oppose à ce qu'une force intervienne pour rétablir l'autorité de l'État malien sur sa partie nord. Le 6 avril, la France officielle offre tous ses médias aux terroristes, aux sécessionnistes, aux partitionnistes du nord du Mali qui proclament leur soi-disant République de l'Azawad. Vous avez noté la date? Notez les dates. Et vous comprenez pourquoi, au lieu de me répondre sur le terrain citoyen, au lieu de me répondre sur le terrain républicain, c'est-à-dire de me dire, voilà, vous dites des choses sur l'action de la France en Afrique qui sont diffamatoires, donc nous vous convoquons au tribunal pour cela, ils ne le font pas. Parce que le tribunal sera l'occasion même d'édifier les juges sur l'histoire criminelle de la diplomatie française en Afrique. Ils ne veulent pas d'une confrontation où on pourrait édifier la nation française tout entière. Ils utilisent des procédures, eh bien, lâches. Ils contournent pour frapper dans le dos. Parce qu'ils savent que nous savons. Nous ne parlons pas sur la base simplement de nos émotions.
encore que nous avons le droit d'avoir des émotions, car nous sommes humains. Nous parlons d'abord sur la base des faits rationnels. Les faits. Nous sommes toujours dans la première partie de cette conférence et nous étudions la fausse solution. Paragraphe suivant. L'espoir suscité par la création de la MISMA ne sera pas suivi de l'effet escompté par les Maliens en particulier, les Africains en général. De nouveau, cette initiative a été torpillée. Dans l'intérêt de qui? Les autorités françaises sentent la situation leur échapper. Elles profitent de leur position de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour torpiller les efforts de la CEDEAO, afin de pérenniser la mainmise des rebelles séparatistes sur le nord et figer le Mali dans la situation d'un pays éclaté en deux. À partir de cet instant, de nouvelles initiatives sont prises avec une prééminence de la France ou de la communauté internationale. Donc, ils ont cassé toutes les initiatives de la CEDEAO pour prendre le contrôle de la situation. La France en profite alors pour développer, à l'instar de la CEDEAO quelques mois plus tôt, sa propre stratégie en 3 volets. Un volet militaire, un volet politique, un volet diplomatique. Volet militaire. La situation d'incertitude qui prévaut en ce moment est mise à profit par Ansar el-Din, d'Iyad Ag-Ghali, une organisation terroriste, assimilée à Al-Qaïda, associée aux autres groupes terroristes, pour envisager de pousser l'occupation du territoire malien vers le centre. Justement, les terroristes décident de descendre vers le centre. Face à la gravité de la situation, le président de la République par intérim, il s'agit de Dioncounda Traoré, n'a eu d'autre choix que de faire appel à la France, sollicitant un appui aérien et un renseignement pour aider à libérer le Mali et restaurer l'intégrité de son territoire. Nous avons retrouvé sur le site du Sénat français la lettre du 7-9 janvier 2013. Dioncounda Traoré n'a demandé qu'un appui feu aérien et un appui en renseignement militaire. Et Choguel Kokala Maïga de préciser, ce jour-là, il n'était pas question de troupes françaises au sol. Ce jour-là, il n'était pas question de troupes françaises au sol. Donc, au nom de quoi François Hollande va déverser 4500 soldats français au sol, sur le sol malien. Vous avez compris? Ils ont aidé les sécessionnistes, les terroristes, pour pouvoir justifier leur repositionnement au sol. C'est clair pour tout le monde, on avance. L'opération Serval est déclenchée le 11 janvier 2013. Après les batailles de Kona et de Diabali, les villes de Tombouctou et Gao sont libérées. Mais l'armée française interdit à l'armée nationale du Mali l'accès à Kidal, alors occupée par Iyad Ag-Ghali et ses troupes. Le MNLA ayant été bouté hors du Mali quelques mois plus tôt. Je lis toujours Choguel Kokala Maïga. La France, en adoptant une telle attitude, venait de commettre la mère des fautes, à la fois politiques et stratégiques, mère des fautes, parce qu'elle est source de toutes les suspicions sur ses intentions réelles et la finalité de son intervention militaire. Voilà, je m'arrête à cet extrait-là. On a donc compris la fausse solution. La fausse solution, c'est celle qui a été imposée par la diplomatie, l'élite politique française. À savoir que le Mali, l'État central malien, accepte toujours une situation dans laquelle il ne sera pas le maître de la partie nord. En même temps, cette fausse solution, je le rappelle, a pour but de maintenir les dirigeants maliens sous chantage. On ne va pas tout à fait laisser, les rebelles terroristes du Nord être les maîtres du terrain. Eux aussi, on va leur faire un chantage. On va leur dire, écoutez, si vous ne faites pas ce que nous, puissance française, nous voulons, nous allons laisser l'État malien vous écraser. Mais on va dire aussi à l'État malien à Bamako, si vous ne faites pas ce que nous, puissance française, nous voulons, nous allons laisser les rebelles vous attaquer. Le double chantage. Il y a eu des témoignages de plusieurs responsables des mouvements rebelles, les terroristes, et même sécessionnistes du Nord, pour dire que, en même temps qu'on les aidait à défier l'État malien, on n'a jamais voulu qu'eux-mêmes soient assez forts. On a tenu à les maintenir sous tutelle, de telle façon qu'ils fassent ce que veut la puissance coloniale. De la même façon au sud, on fait chantage en disant, si vous ne faites pas ce que nous voulons à Paris, nous allons laisser les rebelles vous attaquer. De la même façon, au nord, on dit aux mouvements sécessionnistes et terroristes, si vous ne faites pas ce que nous voulons, nous allons laisser l'État malien vous écraser. Voilà le pays qui est divisé et on peut régner dessus. Le double chantage.
C'est le système du double chantage. Est-ce que tout le monde a compris ça? Voilà. Le Mali vit dans le double chantage jusqu'à ce jour. Dans ce double chantage, je dois souligner l'ambiguïté du comportement de plusieurs pays voisins du Mali, qui prennent plaisir à ce que le Mali soit divisé. Pas complètement, mais au moins que le Mali soit divisé comme il l'est encore aujourd'hui. Il y a d'abord les grands vassaux de la France-Afrique, en Afrique de l'Ouest, que sont la Côte d'Ivoire, de Ouattara Draman, et de l'autre côté, le Sénégal, sous Abdoulaye Wade et maintenant Macky Sall. Vous y ajoutez tout naturellement le Niger, sous Mahamadou Issoufou et maintenant Bazoum. Vous y ajoutez l'Algérie, aujourd'hui sous M. Mohamed Tebboune. Tous ces pays-là prennent un certain malin plaisir à ce que le Mali reste toujours de près ou de loin fragile. On peut même dire que même le Nigeria, le géant pétrolier ouest-africain, prend un certain malin plaisir à ne pas jouer complètement son rôle de puissance sous-régionale pour que le Mali cesse d'être fragilisé. Je recommence ce point. Il ne faut pas que j'aille très vite ici. Je veux vous montrer que cette stratégie de la puissance française contre le Mali bénéficie de la complaisance, voire de la complicité de plusieurs pays voisins. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, de Ouattara Draman. Il ne faut pas que le Mali soit réunifié. Parce qu'un Mali réunifié, c'est une grande puissance. C'est la plus grande puissance. C'est la plus grande puissance d'Afrique de l'Ouest. Un Mali parfaitement réunifié. Un Mali parfaitement opérationnel. C'est la plus grande puissance d'Afrique de l'Ouest. Pour les dirigeants sénégalais, qui sont, vous le savez, des vassaux de Paris, c'est pareil. La fragilité du Mali, pour ces vassaux de Paris, est quelque chose d'essentiel à leur tranquillité. Un Mali puissant, cela signifie que l'opposition sénégalaise peut bénéficier d'un regard favorable d'un régime panafricaniste. Et par conséquent, ça signifie que le Sénégal peut être libéré. Vous avez vu les positions d'Ousmane Sonko, solidaire avec le leader Assimi Goïta. Vous comprenez donc que pour Macky Sall, aujourd'hui, et ses maîtres français, la fragilité du Mali est essentielle pour garder le Sénégal sous la coupe de la France. Écrivez ça. Regardez les positions de Mohamed Bazoum et de son prédécesseur Mahamadou Issoufou. Regardez tous les crachats, les vomissures, déversés par Hassoumi Massaoudou, un Malien d'origine de la région de Gao, au service de la France-Afrique. Aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Regardez tout ce qu'il a bavé sur le Mali. Et vous comprendrez que pour les dirigeants actuels du Niger, un Mali entièrement réunifié et puissant signifie que l'opposition nigérienne aurait au Mali un régime favorable et que cela pourra produire un changement de même nature. Vous comprenez l'ambiguïté de la position de Roch-Marc Christian Kaboré? L'ambiguïté de la position de Paul-Henri Sandaogo Damiba envers le Mali, de la même façon. Vous avez vu comment il se comportait? Roch-Marc Christian Kaboré, avant de tomber lui-même, a signé les sanctions pour faire tomber le Mali. Quelle malédiction! Le 9 janvier, il a signé, le 24 janvier, il est tombé. Astaghfirullah. Ah non, Dieu aime le Mali. La main du Tout-Puissant est posée sur le Mali. Roch-Marc Christian Kaboré est allé à Accra et il a signé le communiqué qui devait assassiner et décapiter le Mali. Les sanctions illégitimes, inhumaines et illégales du 9 janvier 2022. Il a fini de signer ça, Dieu lui a compté 2 semaines, il est tombé. Mais pourquoi Roch-Marc Christian Kaboré a-t-il signé des sanctions contre le Mali? A-t-il participé de cette fragilisation du Mali? Parce qu'il sait, et il est vivant, il sait et il savait, que un Mali puissant signifie que le Burkina Faso ne peut plus être dirigé par un valet de l'Occident. Écrivez ça. Un Mali puissant signifie que le Burkina Faso ne peut plus être dirigé par un valet de l'Occident. Roch Kaboré le sait. Or, Roch Kaboré qui est un individu champagnard, c'est-à-dire quelqu'un qui a été détruit par son, on peut dire sa jeunesse, son enfance bourgeoise. C'est quelqu'un qui a grandi sans manquer de rien et qui ne connaît même pas la famine. Il ne connaît pas la famine.
C'est quelqu'un qui estime... On a des politiciens comme ça dans nos capitales qui, n'ayant jamais connu la misère de toute leur vie, sont incapables de se projeter vraiment dans les émotions fondamentales de leur peuple. Ce n'est pas vrai de tous ceux qui n'ont pas connu la misère. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas connu la misère, mais qui sont capables de compassion. Roch, c'est pas difficile pour lui. Sa bouteille de champagne n'était jamais loin. Du matin au soir, il tape dedans, tranquille. Et son peuple est en train de mourir. Il ne fait que décréter tranquillement des journées de deuil national. Hein, il y a les gens qui sont morts. Bon, apportez le décret. 3 jours. On va pleurer. Roch sait qui attaque le Burkina. Tout le temps qu'il est président, soit pratiquement 10 ans, il n'a pas le courage de dire. Il n'a pas le courage de se mettre comme ça devant les Burkinabés et dire « Je sais qui nous attaque. Et je sais que la solution, c'est de ne pas combattre ceux qui nous attaquent en nous appuyant sur ceux qui nous attaquent. » Roch n'a pas ce courage. Pourquoi? C'est un bourgeois. C'est un oligarque bourgeois. Même là où il est assis, vous le prenez, vous lui redonnez le pouvoir. À Kosiam, Roch va recommencer à s'asseoir avec son champagne. Et puis, sa Dolce Vita, il va dormir jusqu'à 12 h du matin, 12 h de midi, etc. Il viendra au palais quand il n'a pas sommeil. Parce que ce sont des gens qui pensent que le pouvoir leur est dû.